Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut accéder par script donc à d'autres objets. Donc pour ce faire, j'ai préparé la scène avec donc un nouveau empty, donc un objet vide qui est juste donc un composant transform par défaut, qui possède un script que je lui ai attaché qui s'appelle communication script, donc que j'ai rangé ici, donc tout simplement il n'y a rien pour l'instant dedans. J'ai mon cube, et pour l'instant disons que on aimerait accéder au cube depuis le script communication qui ne se trouve pas sur le cube. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déclarer une nouvelle variable que je vais appeler geo pour GameObject, qui sera bien sûr de type GameObject, puisque ce que l'on cherche c'est un GameObject. Et je vais aller dans la documentation, chercher GameObject, descendre, et je vois ici la fonction find a GameObject by name and returns it, c'est-à-dire ça cherche l'objet via son nom et ça nous le retourne. Donc, par conséquent, on pourrait penser que l'on peut faire GameObject.find avec le nom de l'objet. Donc là, en l'occurrence, c'est cube le nom de l'objet si on regarde dans la hiérarchie. Donc c'est bien cet objet qu'on va accéder. Seulement, on va avoir différentes erreurs qui vont apparaître. Donc la première erreur que l'on peut voir, c'est You are not allowed to call this function when declaring a variable, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette fonction find directement dans la déclaration de la variable geo. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une histoire d'organisation du moteur en interne, donc c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais il faut savoir qu'il y a certaines fonctions qui demandent du temps à s'exécuter, un peu plus de temps, alors ça se fait à peut-être quelques millisecondes près, je ne sais pas, mais donc ça rentre pas dans le cadre de la déclaration d'une fonction. C'est exactement de la même manière, on ne peut pas accéder à la fonction getComponent de la classe component directement depuis une variable. Donc là, je suis obligé de la mettre à la ligne et de l'assigner comme ceci. C'est-à-dire, ça va faire les choses en deux temps. Donc là, vous voyez que l'erreur disparaît quand je lance le jeu. Alors pour que ce soit plus clair, on va le faire directement dans la fonction start. Voilà, pour que ce soit mieux organisé, hein, ça va le faire donc au début. Et donc là, forcément, dans la fonction update, par exemple, je peux accéder au transform de mon objet. Et à la méthode, par exemple, on va pas utiliser translate, mais rotate, ce sera plus sympa. Rotate qui prend en paramètre 3 valeurs, donc un vecteur 3. Donc par exemple 0, 1, 0. Alors on va multiplier, on va mettre 10 et on va multiplier par time.deltaTime pour obtenir donc un framerate en fonction du temps. Enfin, pour obtenir donc un avancement en fonction du temps. Une cadence en fonction du temps, disons. Donc maintenant je play et vous remarquez que cet objet est bien atteint par le script communication qui ne se trouve pas sur cet objet, c'est-à-dire via donc l'empty GameLogic. Donc, je vais peut-être monter un peu la rotation, par exemple à 50, vous remarquez que normalement les modifications s'effectuent aussi. Parfait. Donc on a vu comment on pouvait accéder à donc accéder à n'importe quel objet depuis son nom. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est on va essayer d'accéder à un objet par son tag. Alors on avait vu la dernière fois, dans des vidéos précédentes, on avait survolé la notion de tag. Donc vous remarquez qu'ici, donc j'ai une liste de tags, donc là je l'ai mis à untagged, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tag, on ne peut pas le repérer par un tag. Si je veux lui mettre un tag, je peux tout simplement soit en ajouter un en allant dans la tag, par exemple l'élément 0, je peux l'appeler Toto. Voilà, je retourne dans mon cube, dans la liste, j'ai Toto en liste, mais si je vais par exemple sur PointLight, je peux aussi ajouter le tag Toto, etc. Donc c'est une manière de regrouper un ensemble d'objets et de leur donner donc un tag. C'est-à-dire, on dit, toi, tu possèdes le tag, toi aussi, etc. Donc nous, on va nommer notre cube, on va accéder au cube via le tag player, qui est déjà donné par défaut dans Unity. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dans notre script, au lieu de faire find, ici, on peut faire find with tag, tout simplement. Récupérer ici le tag qui s'appelle player, donc pas le nom de l'objet, mais son tag. Et quand on teste, il va se passer exactement la même chose. On peut aussi, et là ça devient plus intéressant, récupérer plusieurs objets qui possèdent le même tag. Donc par exemple, je vais dupliquer l'objet ici en faisant POM D ou CTRL D sur Windows. Donc maintenant, je me retrouve avec deux cubes.
Ces deux cubes semblent être pareils. Pour l'instant, ils le sont. Ils ont le même tag, ils ont le même nom, etc. Donc nous, on va juste les différencier. On va mettre ici, il s'agit de cube 1. Alors, oui, donc on va mettre cube 1 ici. Et celui-là s'appellera cube 2. Donc cube 1 et cube 2. Donc on a cube 1, cube 2. Donc maintenant, si je lance le script tel quel, c'est-à-dire depuis GameLogic, je veux accéder donc à mon GameObject FindWithTag. Le problème, c'est que FindWithTag peut récupérer qu'un seul GameObject. Donc si je lance le jeu, il n'y en aura qu'un seul qui sera utilisé, et c'est le dernier à avoir été instancié normalement, c'est-à-dire, je crois bien que c'est ce cube, donc on va le décaler pour voir si c'est bien celui-là. Oui, c'est bien celui-là, c'est-à-dire que c'est le deuxième. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'utiliser une autre fonction qui s'appelle FindGameObjectWithTag, donc qui a une fonction, donc une méthode de la classe GameObject qui est statique elle aussi, et qui vous permet donc de récupérer une liste de tous les GameObjects. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc ici, je vais créer un tableau que je vais appeler GeoList, qui sera donc de type array. Et GeoList, donc je vais supprimer... Non, je vais laisser comme ça, on verra. Bon, on va arranger tout ça. Donc je vais dire que GeoList est égal à FindGameObjects avec un S with tag. C'est-à-dire que maintenant, je vais commenter cette ligne, c'est-à-dire que maintenant, si je décide d'afficher GeoList, donc debug.list, debug.log, pardon, entre parenthèses GeoList, si je sauvegarde, que je lance mon jeu, eh bien ça m'affiche cube2, cube 1. C'est-à-dire, ça m'a fait une liste de mes objets qui ont le tag player. Donc forcément, maintenant, dans mon update, je vais pouvoir, donc on va réécrire cette ligne de manière plus concrète, pas à pas, je vais pouvoir forcément accéder à chacun de mes objets. Donc par exemple, si je fais une boucle for in, donc c'est une boucle qu'on n'a pas encore vue, on a juste vu la boucle for, mais c'est assez simple à comprendre. Par exemple, je dis ici élément, on va faire ELT, qui est de type GameObject, in GeoList. Alors je vais m'expliquer dans quelques instants. Donc là, la boucle for in a la construction suivante, c'est-à-dire que on crée une variable qui va représenter à chaque tour de boucle, qui va représenter chacun des éléments qui se trouvera dans le tableau que l'on veut parcourir. Et ensuite, on dit que c'est dans quel tableau que l'on veut parcourir la liste, c'est dans GeoList. C'est-à-dire que là, au premier tour de la boucle, élément vaudra la première valeur, c'est-à-dire cube 2. Au deuxième tour, élément vaudra cube 1. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis GameObject, puisqu'on sait que le contenu de GeoList, c'est uniquement des GameObjects. Donc maintenant, on peut faire ELT, qui représente l'élément courant de la boucle, .transform, .rotate, et là on va faire un vecteur 3, 1, avec donc des variables comme ceci. Donc là, ELT, il n'a pas apprécié, je crois, j'ai l'impression. Alors je pense que l'on peut enlever le type ici, donc de la variable ELT. On va voir si ça fonctionne. Donc j'ai quand même une erreur, transform is not... Ouais, en fait, élément représente un objet. Donc je vais faire var element GameObject. On va déclarer une variable telle quelle. Ça devrait être bon. En fait, il fallait déclarer la variable. Et vous remarquez que donc là, dans ce cas-là, à chaque tour de boucle, eh bien, on accède à chaque frame, c'est-à-dire puisqu'on est dans la fonction update. Donc à chaque frame, on accède dans un premier temps la première entité, c'est-à-dire élément, donc cube 2 dans un premier temps. Ensuite on remonte, on accède à cube 1. Bien sûr, à chaque fois, donc on accède à transform rotate vector 3, c'est-à-dire ici une rotation sur chacun des objets, bien sûr. Et ensuite on revient donc à la deuxième frame dans update, et à la deuxième frame on relie exactement la même chose, etc.
Donc aussi, petite précision qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, si on veut multiplier ça, la valeur que l'on veut déplacer par time.deltaTime, qu'on sauvegarde, qu'on relance, eh bien ça va avancer, faire une rotation en fonction du temps. Donc là on a des valeurs de vitesse qui sont beaucoup plus acceptables puisqu'elles permettront d'utiliser le jeu et de le faire tourner de la même manière sur toutes les consoles. Enfin, tous les ordinateurs, tous les web players, etc., etc. Donc maintenant, par conséquence, et là ça devient ultra logique, comme chacun des instances a le tag player, si je reduplique une instance au centre, donc par exemple que j'appelle cube3, je peux laisser même cube1 comme nom, etc., et bien que je relance mon script, et bien ça va fonctionner aussi. Pourquoi ? Parce que cube3 possède un tag player aussi. Et bien sûr, je peux aussi déplacer mes objets. Alors bon, alors là ça se déplace d'une manière bizarre. Pourquoi ? Parce que moveCube, eh bien le vecteur 3 ici dans moveCube se déplace via le monde, via l'espace local. Mais si je déplaçais via l'espace world, c'est-à-dire en fonction des axes du monde 3D, c'est-à-dire que je mets le paramètre pour chacun des vecteurs 3 ici, si je lance, eh bien ça se déplace en fonction du monde de manière correcte. Donc vous remarquez que Unity offre donc des possibilités vraiment très très intéressantes au niveau de l'accès des différents objets les uns en fonction des autres, et aussi donc on a toujours la possibilité d'utiliser directement eh bien, des scripts attachés sur un objet, donc des scripts qui font figure de composants. Donc ça c'est la base, je dirais, de la conception d'un jeu avec Unity. Et ensuite la deuxième notion, je dirais, importante, c'est comment savoir accéder à d'autres objets pour justement mieux s'organiser, avoir une grosse structure. Par exemple là j'ai mis dans l'objet vide GameLogic, j'ai mis toute la logique de mon script. J'aurais pu aussi mettre par exemple l'ensemble de mon move eh bien, dans le script communication en accédant à ELT, l'élément courant, pour déplacer donc chacune de mes instances. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo, car elle est normalement très importante pour pouvoir suivre le cours par la suite. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous à cette prochaine vidéo. Ciao ciao.